sont de retour. Encore plus mieux bien qu'avant. Plus déconfinés que jamais. Et attention, ils ont soif. Non mais t'es sérieux? T'as mis de la villageoise dans ta cave? C'est parce que j'avais honte de tout ce que j'avais bu. Le comité des Charles de Gaulle et Podcut présente. Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vigne. J'aime faire du vin parce que c'est un nectar sublime et qui est simplement incapable de mentir. Là, le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol? Tire-bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue chez Tire-bouchon. Tire-bouchon, Maxime, c'est le podcast qui parle de... Pinard. Tu as bien révisé encore tes leçons. Ah oui. Hein, tu en as profité, tu as eu le temps en même temps. Celui-là, je le languissais, de le faire vraiment en face de toi. Là. Enfin. Ça m'avait manqué. Quoi. Ouais, j'avoue, il m'a manqué aussi ce générique. Ça m'a manqué de plus faire d'émissions en physique parce que bon, les trucs à distance, c'est sympa, ça dépanne. Ça va 2 minutes, mais bon, ouais, voilà. c'est pas très très drôle. Là, on est quoi. tellement content que d'habitude, on fait l'apéro après. Là, on l'a fait avant. Avant, c'était pas mal. C'était finalement pour se mettre dans l'ambiance. Non, c'était bien. Dans l'ambiance, vous avez vu notre super pré-générique. Alors, si vous n'avez pas reconnu, c'est tout simplement... Voilà, c'est un petit délire qu'on a avec Max, c'est que nous aimions le catch à une certaine époque, notamment l'époque de l'Undertaker. Ah bah, je crois qu'il catch toujours. Je crois qu'il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas, je pense qu'il vient faire des tours. Je crois qu'il lui manquait quelques trimestres et il vient après WrestleMania de temps en temps. Pour avoir ses heures d'intermittent. Donc voilà, c'était aller fouiller, c'était la même époque, voilà, Hulk Hogan, tout ça. Ouais. C'était l'époque où on regardait et on s'amusait bien. Sur Canal+. En plus. Bon alors, quoi de neuf? Bah quoi de neuf, ça y est, on est déconfinés. C'est plutôt pas mal, non? Bah oui, carrément, ça fait plaisir. Ouais. On peut revoir du monde. Oui. On peut bientôt retourner au restaurant peut-être. Au cinéma. Au cinéma peut-être. C'est pas mal, ça fait du bien. Ouais, carrément, ça fait du bien. Et puis on a pu un peu se revoir aussi. On a pu ressortir, donc faire une interview pour l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Rencontrer un vigneron au domaine, retoucher les barriques de bois. Sentir un peu les effluves d'alcool. C'est ça, le retour aux vraies choses. Et puis de retour d'interview, j'ai eu le plaisir et l'honneur de venir chez toi. Mais je dis chez toi, c'est à ta terre. Comme disait Christophe Maé, oui, c'est ma terre. Sur tes quelques dizaines d'arts de Syrah à Verspont-du-Gard, là. Et donc tu as pu enfin le voir. Ça faisait quoi? Presque 2-3 ans que je t'en parlais en disant « Ah, j'aimerais bien avoir une terre. Ça y est, j'en ai une. Ouh là là, c'est compliqué. » Donc là, ça y est. Donc depuis quelques épisodes, vous l'avez remarqué. Donc ça y est, j'ai les pieds dans ma terre. Tu as les pieds dedans. Et donc, en effet, Max, tu es venu donc, en retour d'interview. Je t'ai dit, viens, passe, arrête-toi. Donc, j'y suis, je suis en train de travailler là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a bu, on a mangé, quoi, tant qu'à faire. On s'est fait un barbecue, putain. C'était mon premier de la saison. Un petit barbecue à l'ombre des cerisiers. Donc, on avait juste à tendre le bras pour le dessert. C'était quand même pas mal. C'était chouette, c'était vraiment chouette. T'es dans un joli coin là-bas. Le coin est très sympa. C'est vrai que même si cette vigne, elle capote, parce que elle est un petit peu vieille, tout ça. Au moins, ça me toujours un endroit pour faire des barbecues. Ça me fera un super terrain de jeu, quoi qu'il arrive, quoi. Donc, tu as remarqué elle était très fleurie, cette vigne. Ça y est, ça commence. Il y a beaucoup de faune, il y a beaucoup de flore. Donc, en effet, il y a un tapis d'herbe avec de la trigonelle, c'est une petite fleur jaune avec plein d'abeilles dessus. Donc, c'est très sympa. On nous a fait la remarque sur les réseaux sociaux. On a dit que tu avais un très très beau tapis végétal. C'est joli, hein? Ouais. Alors, c'est marrant parce que la vigne d'à côté, donc qui est vraiment à côté, elle est menée parfaitement bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un caillou qui dépasse. Tu manges par terre. Hein. Ah ouais, il n'y a pas d'herbe, tout ça. Donc, je pense que quand ils doivent passer devant ma vigne, ils doivent faire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce paillot qui nous a acheté ça ?» Voilà, encore un Parisien qui machin et tout. Donc, non, c'est juste que je prends le temps de la faire. Et puis, tant qu'il n'y a pas de maladie sur la feuille, il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter, quoi. Enfin, pour le moment, c'est ma philosophie. Et en effet, il faudrait que je passe un petit coup de débroussailleuse, au moins au pied des souches, parce que là, j'ai un peu déconné. Mais j'avais du matériel défaillant. Et d'ailleurs, le jour où tu es venu, j'ai dit, allez,
ça serait bien que tu t'en ailles parce que maintenant il faut que je travaille. Et j'ai essayé de démarrer ce maudit outil et finalement, rien. Chez toi, je suis rentré chez moi, broucouille. Heureusement, puisque l'orage gronde. Puis c'est vrai qu'on a pas mal d'orage en ce moment. Ouais. Donc ça a beau être l'été, peut-être que ça fait un peu les. Donc année à mildiou alors. Ah ouais, là c'est clair. Année à mildiou tout simplement parce qu'il pleut. Donc on a un printemps qui a été assez pluvieux, assez humide le matin avec du brouillard, etc. Donc ça, le mildiou, il adore, puisque l'après-midi, il faisait super chaud. Ouais. Et là, tu sais, il remonte des sous, je fais ouh, génial. C'est l'autoroute, quoi. Régale, ouais. Donc en effet, là, ça traite à mort, donc avec des traitements qu'il faut faire régulièrement. Et malgré ces traitements, on voit encore un petit peu des taches. Donc ça, là où je travaille, donc au domaine d'endaison, pour le moment, ça coule pas sur la grappe, c'est-à-dire que ça tue pas le raisin en développement. Là, les vignes sont passées fleurs, c'est-à-dire elles ont fleuri. Alors, n'imaginez pas des pétales, enfin des fleurs avec des pétales. C'est tout simplement la mini-grappe avec un pistil dessus. Donc voilà, on est hyper attentif parce qu'il faut pas rater ça, quoi qu'il a. Et toi, ta terre, t'es pas trop touché par le mildiou. T'as l'air un peu abrité là. Je touche du bois. C'est vrai qu'elle est, elle est pas trop touchée pour le moment. Bon, en même temps, les traitements sont faits. Donc j'ai fait le premier traitement avec mon petit sac à dos, ma petite pompette. Là. Et maintenant que les sarments ont bien poussé, qu'il y a beaucoup de feuilles, donc là, c'est un petit peu plus compliqué de le faire avec cette méthode-là. Et en fait, je me fais aider. C'est mon cousin qui exploitait cette terre avant et qui est également exploitant agricole donc sur Versement du Gard. Il m'a dit, t'inquiète pas, cette année, je m'occupe de tout. Donc c'est lui qui passe le tracteur, qui me passe les traitements, tout ça. Donc c'est super cool de sa part. Du coup, quand je l'ai croisé dans la semaine, je dis bon, il faudrait qu'on s'arrange parce que tu m'as pas dit combien je te devais, tout ça. Peut-être qu'on peut réfléchir à un forfait. Il me dit le forfait, il me dit je t'aide cette année et tu te démerdes l'année d'après, quoi. Donc il va falloir que je trouve des solutions techniques. Donc acheter un tracteur, non, parce que c'est trop loin de chez moi, j'ai pas de remise, j'ai pas de garage, tout ça. Donc c'est où peut-être faire un petit peu appel à des personnes que je paierai à la prestation, à la tâche pour faire mes traitements ou travailler la terre, ou tout simplement j'achèterai un sac à dos mais vraiment à la Ghostbuster, beaucoup plus un truc thermique, un peu gaillard, un peu fortiche. Il y en a qui le font, donc pourquoi pas. Ça peut être cette solution-là. Donc voilà la terre qui s'appelle Mariargues, donc à Vers-Pont-du-Gard. Donc voilà la petite actualité de cette petite vigne. D'accord. Et la création d'entreprise derrière aussi, là, parce qu'il n'y a pas que le côté bucolique de la terre. C'est ça. Et donc le côté le plus marrant, c'est l'administration, donc c'est la création de la société. Et là, je redis, donc tu m'as dit, tu dis toujours la même vanne. C'est pas une vanne, c'est vraiment un précepte. La France est un grand pays, avec de très grandes institutions, quoi. Ce qui fait que la moindre création d'entreprise, tu as l'impression que c'est le parcours du combattant. Donc, ce qui est dommage, parce que tu dis, il faut des entrepreneurs, tout ça, mais une personne qui est motivée, mais qui a peur un petit peu de la paperasse et autres, peut très facilement se laisser décourager en disant, allez, c'est bon, laisse tomber, quoi. Donc, en gros, où j'en suis Où en es-tu J'en suis déjà j'en suis tout simplement à créer une société. Donc, je ne me mets pas en entreprise individuelle, etc. Donc là, j'ai fait le choix de rentrer en société, donc créer une société, ce qu'on appelle une SCEA en l'occurrence, avec plusieurs associés. Et en fait, je crois que c'est Société Civile d'Exploitation Agricole. Tout simplement. Voilà, bravo, félicitations. Super. Je me suis renseigné. Maîtrise bien son sujet. Et donc, là, une société, c'est un peu plus compliqué. Il faut beaucoup de papiers à remplir. Et j'ai envoyé mon dossier complet la semaine dernière, tout content, ça y est. Alors, un peu à la bourre, parce que... Alors, pour toi, il est complet. C'est toujours pareil. Le dossier. Voilà. Au premier, tu vois, j'avais fait les choses... Je pense que j'avais fait les choses bien. Donc, j'avais appelé ce qu'on appelle le CFE, donc le Centre de formalité des entreprises, donc de la Chambre d'agriculture. Parce que tu as un CFE aussi dans une... Par département. Mais tu as surtout une CFE également à la CCI pour tout ce qui est commerce. D'accord. Donc là, il ne faut pas se tromper, il faut aller au CFE de la Chambre d'agriculture. En tout cas, je suis tombé sur une dame très sympa, une agent qui était très cool, bien à l'écoute, sympa. J'avais peur de tomber sur une personne d'administration bête et disciplinée, là, très à l'écoute, beaucoup dans le conseil. Et le premier conseil que j'ai donné, je dis, écoutez, nous, on doit commencer... sur notre papier, sur notre formulaire, on a marqué qu'on commençait l'activité au 1er mai 2020. Je vous appelle, nous sommes le 15 mai 2020. Est-ce que c'est grave? Pas grave, parce qu'avec le confinement, c'est compliqué d'obtenir les papiers, etc. Elle me dit non, elle me dit, vous inquiétez pas, elle me dit, vous l'envoyez, il faut être honnête, il ne faut pas antidater les papiers, etc. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, j'ai envoyé ce dossier complet. Tu dis, allez, c'est bon, là, tu mets l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Tu dis, les dés sont jetés, ça y est. Et une semaine après, cette semaine, je reçois un papier. Je dis, ça y est, ça doit être mon immatriculation, mon numéro SIRET, que sais-je. Et là, ils me disent, dossier incomplet.
Normal. Je l'ai vu arriver. Voilà, normal. Et donc, il me manquait non seulement, j'avais mal rempli des formulaires, parce que bon, les formulaires, enfin, il faut être juriste, quoi. Et il me manquait un autre formulaire dont j'étais pas au courant et un autre chèque dont je n'étais pas au courant. Oui, ça, c'est donc, plus chiant, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est reparti. En pleine vigne. Donc, j'ai rappelé cette personne qui m'a dit, ah ouais, mais ça, c'est tel papier, c'est plus la juriste. Donc, je vous passe le numéro de téléphone de ma collègue qui va vous rappeler. Elle me rappelle, sauf que le temps de décrocher, ça captait plus d'une souche à l'autre parce qu'on était au trou du cul du monde. Donc, voilà, c'était sympa. Mais malgré tout, j'ai réussi à obtenir toutes les informations. Et entre midi et 2, plutôt que de faire ma sieste, j'ai refait tous les papiers qui manquaient et j'ai encore posté le dossier cet après-midi. Donc, voilà, les dés sont jetés pour une deuxième fois. En fait, ce que ces personnes me disaient, c'est que c'est très rare qu'un particulier, enfin une personne lambda, monte tout ce dossier seul. C'est-à-dire que la création d'entreprise, la plupart du temps, si vous souhaitez vous-même un jour passer le pas, la plupart du temps, il faut aller voir ou un avocat spécialisé, ou un notaire, ou des cabinets d'experts comptables qui s'occupent de la création, c'est-à-dire de toute la paperasse complète. Voilà, ce qui m'arrache les cheveux aujourd'hui, eux, ils s'en occupent totalement. D'accord. Par contre, ça te coûte... Par contre, c'est payant, bien sûr. Ça va de 1000 à 2500 €, quoi. Juste pour faire ça. Alors que finalement, c'est juste des papiers imprimés, etc. Mais la personne que j'ai eu au téléphone, la juriste, elle me dit, ah ouais, elle me dit, vous avez fait ça tout seul. Alors, je me suis quand même fait un petit peu aider. Elle me dit, elle me disait, enfin, elle me faisait les réflexions en disant, faut être sûr de vous, quoi, parce que le greffe du tribunal, parce que le dossier, il est envoyé au CFE, donc le Centre de formalité des entreprises, et ensuite, il y a une autre partie qui est envoyée au greffe du tribunal de Nîmes, donc pour mon immatriculation, pour avoir mon numéro RCS, etc. Et en fait, elles me disent attention, parce que eux, ils sont devenus spécialistes de refuser les dossiers s'il y a une virgule ou une majuscule qui n'est pas au bon endroit. D'accord. Donc elle me dit c'est devenu leur kiff, quoi. Ils font ça tout le temps. Ce qui fait qu'il y a même tout ça pour te faire facturer, parce que quand ils te renvoient un dossier, ils te facturent 2,68 € de timbre, parce que le dossier n'est pas conforme, donc il faut renvoyer le timbre, etc. D'accord. Elle me disait à tel point que les mecs, elle me dit, je connais des personnes qui sont spécialisées là-dedans, quand ils envoient le dossier, ils envoient directement le chèque de 2,68 € parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont se faire retoquer. Donc même les grands spécialistes qui font ça toute l'année, ils se font retoquer. Donc, j'ai pas trop d'espoir sur mon deuxième envoi, donc il y a des chances que ça soit un peu plus compliqué. Ensuite, troisième point, c'est par rapport aux douanes. Parce que quand tu es vigneron, du coup viticulteur, à un moment donné, il faut t'inscrire auprès des douanes, notamment pour avoir ce qu'on appelle un CVI, un casier viticole informatisé. En gros, tout est normé, ta terre, tes cépages, ton rendement, etc. Voilà. Mais tu produis de l'alcool, donc ça, c'est contrôlé, quoi. Voilà. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que, pour être enregistré là-bas, il faut que tu amènes ton papier du notaire comme quoi tu es propriétaire de la terre. Et tu te souviens, la dernière fois, je t'en avais brièvement parlé lors du précédent épisode. C'était terrain agricole, mais pas vigne. Exactement. Donc là, pendant le confinement, essaye d'avoir le notaire pour lui dire il faudrait modifier ceci, parce que j'ai réussi à avoir une attestation de la cave de Vers-Pont-du-Gard dans laquelle était enregistrée cette fameuse terre qui m'appartient maintenant. Et donc, le directeur de la cave de Vers-Pont-du-Gard a été super sympa. Il m'a fait une attestation en disant, voilà, telle parcelle, nous, on la connaît, tel cépage, etc., telle surface et autres et autres. Et donc, la notaire, en fait, j'ai envoyé ce document. Je dis, bon, maintenant, rectifiez-moi l'acte de notarié. Et j'ai réussi à la contacter cette semaine encore. Et elle me dit, ah, mais vous n'avez pas reçu mon email? Et je dis, ben non. Elle me dit, ben en fait, on ne peut rien faire. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, ben c'est simple, c'est si vous voulez qu'on rajoute ça, qu'on modifie juste vigne et à terre agricole, il faut refaire la vente, c'est-à-dire reconvoquer tous les vendeurs et repayer minimum 600 ou 700 € de frais de notaire. Et donc là, autant te dire que j'étais un petit peu au bout de ma vie. Et elle me dit, non, mais normalement, rien qu'avec le papier de la cave, plus notre acte notarié où on explique que quand même il y a des parts de cave associées, etc. Là, à part s'ils sont vraiment trop cons, normalement, ça passe. Pour les autres, ça passe. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et j'ai contacté une personne qui nous écoute et que tu as déjà interviewé, qui s'appelle Johan Riga. Oui. Et je sais que lorsqu'il avait entendu mes déboires dans un de nos précédents épisodes, il m'avait envoyé un petit message privé sur Facebook, très sympa. Il m'a dit, voilà, t'inquiète pas. Enfin, il m'avait donné plein de conseils. Et du coup, je me suis permis de le recontacter et pour lui redemander quelques infos qui m'a très gentiment, très gentiment répondu à mes questions. Donc voilà, Johan, je te remercie par rapport à ça. Et puis voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est que ça avance. Ça n'a jamais jamais bien avancé, mais par contre, tu te rends compte la masse de la masse de paperasse que c'est et de galère. Et tout est imbriqué, donc il suffit qu'il y ait un grain de sable dans
dans l'engrenage, c'est mort. Oui, ça grippe tout le mécanisme. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc j'espère que le mois prochain, j'aurai plein d'autres choses à te raconter. Des choses, surtout des choses qui auront abouti. Oui, voilà. En effet. Quoi. Tout à fait. Alors, tu nous parlais, d'une interview. D'une interview, ouais. Peux-tu m'en dire un petit peu plus? C'est très simple. C'est encore une fois un heureux hasard, puisque pendant notre dernier épisode, le numéro 23.5 du confinement, tu avais donné en coup de cœur un vin blanc un peu particulier, la cuvée au Pio du domaine Fontchêne. Exact. Et moi, je râlais parce que je ne pouvais pas la goûter, parce que d'habitude, les coups de cœur, on se les partage et puis on se fait découvrir des trucs. Et toi, tu avais l'air de te régaler. Et moi, j'étais comme un con à plus d'une heure de route avec des caméras interposées et je n'ai pas pu le goûter. Et il se trouve que dans la semaine qui a suivi la diffusion de cet épisode, monsieur René Milan, donc le propriétaire de ce domaine, nous a contactés via Facebook toujours pour nous remercier pour le coup de cœur. Il avait trouvé ça sympa. Il voulait même notre adresse pour nous envoyer une paire de bouteilles. Et en fait, du coup, moi, je l'ai recontacté. J'ai dit, on va même faire mieux que ça. Moi, je vais venir chez toi pour récupérer les bouteilles déjà. Prenons les choses dans l'ordre. Voilà. Et puis, je viendrai aussi avec des micros et comme ça, on pourra échanger sur cette cuvée au Pio et puis sur tout le reste, quoi. Et donc, ça s'est fait comme ça. On a programmé ça assez rapidement. Et banco. Et banco, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Alors, rappelons que c'est Thierry Fabre du club Vin et Partage qui nous avait chaudement recommandé de nous intéresser à René Milan. Et il se trouve qu'il est venu aussi à cette interview. Donc, c'était un plaisir de le revoir. Ouais. Ça faisait 1 an qu'on ne l'avait pas vu depuis Bandol. Donc, ça va, il a changé, il n'a pas changé? Non, il n'a pas changé, c'est ça qu'on aime. Bon, mais je vois que tu as, alors, du coup, mis une bouteille sur la table. On a une petite cuvée au Pio, c'est ton coup de cœur du mois dernier, mais cette fois-ci, on va se le faire comme il faut, on va se la partager. Ouais. Et puis, peut-être que ça sera ton coup de cœur aussi, quoi. On va voir. Oui, alors, j'ai déjà goûté, mais bon. Oui, mais au domaine. Putain, le storytelling, ça passe. Merde, je casse tout. Et ce que je te propose, c'est que justement, on s'écoute cette interview pendant que nous, on se déguste ce vin blanc, ma foi, fort agréable, et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes à Saint-Rémy-de-Provence, au domaine Fontchêne, où nous reçoit René Milan. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors, pour l'anecdote aussi, autour de la table, il y a notre ami Thierry Fabre, donc du groupe Vin et Partage, qui est là. Alors, il n'a pas de micro, on lui glissera le micro tout à l'heure pour qu'il nous laisse un petit mot gentil. Mais encore une fois, bonjour. Donc, domaine Fontchêne, alors ça n'échappera pas à nos auditeurs les plus aguerris. C'était le coup de cœur de Julien le mois dernier, pendant notre épisode confinement. Il avait c'est au Pio, ton blanc, je crois. Non. Oui, c'était la cuvée au Pio. Cuvée au Pio, voilà, un blanc qu'il avait dans sa cave, dont justement Thierry lui avait parlé, et donc il s'était régalé avec ça. Et du coup, tu nous as envoyé un message par Facebook en disant c'est gentil, merci pour le clin d'œil. Et puis on a organisé cette réunion là d'aujourd'hui dans l'intervalle. Donc toi, donc tu es situé à Saint-Rémy, dans cette belle ville de Saint-Rémy. Depuis combien de temps t'es là? Moi, je suis originaire de Saint-Rémy. Voilà, t'es du coin. T'es le local de l'étape. Je suis le local de l'étape. Je suis un pur Saint-Rémois. Je suis attaché à mes racines. D'accord. Puis bon, tu fais les Centauro tous les ans? Voilà, c'est ça. La transhumance, tout ce qui va avec. Je l'ai fait quelques fois plus jeune. Les traditions. Non, mais je suis d'ici, quoi. Donc, et puis voilà. Donc, j'ai récupéré une exploitation familiale. Ok. Où déjà mon grand-père avait créé un domaine à l'époque. Ouais. Et mon père, par passion, avait racheté des terres. Et puis, il s'occupait des terres et puis il les menait en coopérative. Et moi, j'ai récupéré le domaine en 2013. Oui. Et puis, j'ai sorti mon premier millésime en 2016. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout récent. Tu es plutôt jeune. Tu peux peut-être. J'ai 29 ans. 29 ans. T'es plus jeune que la moyenne des gens que je rencontre d'habitude. C'est pour ça que ça change un peu. La remarque. Non, c'est bien, il faut un peu de jeunesse dans le vie. Ça fait toujours du bien. Bien sûr. Bon, il faut de tout, bien sûr. Non, mais voilà, donc j'ai créé le domaine. Et puis aujourd'hui, moi je travaille. Alors, je suis passionné par la biodynamie. Donc, je suis en conversion bio. Je serai bio l'année prochaine. Ok.
Je travaille sur, aujourd'hui on est sur 11 hectares, donc 8 hectares en production et 3 hectares de plantiers qui rentrent en production cette année. D'accord. Ah oui, tu es en plein démarrage. En plein démarrage, mais un bon démarrage. Donc pour l'instant, non, je suis content, ça commence à prendre forme, c'est bien. Après, on est sur, les terres sont sur le plateau, je ne sais pas si tu vois, sur le plateau de Nov, Bournissac. D'accord. Alors, il y a une partie sur Sérémy et l'autre partie sur Bournissac. On est sur un terroir alors plutôt rhodanien, c'est-à-dire qu'on a des galets roulés, des argiles, du sable, donc un terroir de safre aussi. Hein. D'accord. Mais pour voilà, drainer les eaux, on le rappelle. Contrairement au calcaire que sur Sérémy, on est plutôt sur du calcaire. Voilà, sur cette partie-là, on est vraiment sur un terroir assez différent. Voilà. Donc, on parlait de ta production tout à l'heure. Tu disais que tu avais assez peu de rouge. Tu es plutôt blanc alors, toi? Oui, moi je suis plutôt spécialiste des blancs. Mais en fait, pour tout te dire, j'ai planté donc des sélections massales. De rouge, donc les 3 hectares qui rentrent en production, c'est donc j'ai planté de la Syrah, du Cabernet, du Cinsault et du Mourvèdre. D'accord. Voilà, c'est qu'il me manquait une palette de blanc, de rouge. Mon père adore les blancs, du coup il avait planté de la Marsanne, de la Roussanne, du Grenache blanc, de la Clairette et du Chardonnay, donc j'avais de quoi travailler. Pour le rouge, j'avais pas fait les choses comme il fallait, mais je rigole. Alors tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est qu'une sélection massale pour les gens qui ne sauraient pas. La sélection massale, donc moi je travaille avec le pépiniériste, c'est Lilian Berillon. D'accord. Qui lui à une réflexion autour de la plante. L'idée, c'est mon idée, c'est qu'on peut faire de grands vins ou de bons vins déjà que si on a une matière première de qualité. Voilà. Donc la sélection massale, l'idée, c'est qu'il y a eu la crise du phylloxéra. Voilà. Donc on a réfléchi autrement. Ils ont fait des sélections, donc on appelle ça clonal, c'est-à-dire que si vous vouliez, par exemple, de la variété Syrah, vous allez chez votre pépiniériste. Si vous voulez des plantes très qualitatifs, moyennement qualitatif ou peu qualitatif, donc très productif, moyennement productif ou peu productif, il vous donnait en fonction de ce que vous avez besoin. Mais le problème, c'est que vous plantez le même individu sur la parcelle, et donc ça manque de diversité. Et moi, je cherche beaucoup ça parce que je pense qu'avec justement de la diversité dans les plants, on a de la complexité dans les vins. Il y a tout un tas de choses qui vont avec. Mais donc du coup, lui, il a réfléchi, il est allé récupérer, par exemple pour la Syrah, il est allé dans l'Ermitage, un peu de partout. Il a récupéré un plan qui a plus de 80 ans ou 70 avant cette sélection. Et il a fait sa sélection, lui. Et en fait, quand il vous livre, au lieu de vous livrer, par exemple, le même clone, il va vous livrer 60 pieds différents. D'accord. Ça amène plus de richesse génétique, en fait. Après, il y a tout un tas de choses qu'il fait, mais la sélection massale, c'est ça. C'est-à-dire qu'on cherche la diversité. D'accord. Voilà, pour avoir l'idée, pour moi, c'est de garder les vignobles assez longtemps. Aujourd'hui, c'est pas trop le cas, mais si on peut garder des vignes plus de 80 ans, ça peut être bien. C'est quand même l'idéal. Voilà. Donc, tu es en bio, enfin, tu vas vers la biodynamie. Oui. En fait, pour tout te dire, je suis depuis 2013. D'accord. Mais j'ai demandé les conversions quand j'ai commencé à vinifier, en 2016. Du coup, voilà. Et donc, tu es obligé de passer par la conversion bio. Il y a 3 ans, plus la 4e, vous êtes bio. Donc, c'est assez long, mais bon, c'est comme ça. Ok, très bien. Donc, comment t'en es venu à la biodynamie? Alors, je rappelle pour nos auditeurs qu'on avait déjà fait un épisode sur la biodynamie à Châteauneuf-du-Pape avec Monsieur Coulon. Et c'était un très très bon épisode d'ailleurs, c'était très bien passé, j'aime beaucoup ces vins. Par contre, on avait eu on a eu quelques retours négatifs sur les réseaux sociaux au sujet de la méthode dite en biodynamie qui fait jaser dans le milieu. Voilà. Donc, alors il n'y a pas de piège. Moi, je considère, pour te clarifier ma position, je considère qu'aujourd'hui ça existe, c'est pas interdit. Les vins, moi, que j'ai goûtés en biodynamie, je les ai trouvés plutôt intéressants. Après, personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur les produits utilisés. J'essaye de trouver des solutions. Alors, on rappelle que la 500, c'est de la bouse qu'on met en corne. Alors, je me dis, OK, on élève des bactéries dans un milieu confiné sous terre. Et après, en diluant ces bactéries, ça permet... Tu vois, j'essaye de trouver j'essaye de me raccrocher pour me dire, bon, OK, alors ça peut paraître un peu des positions druidiques, mais en fait, finalement, ils élèvent des bactéries qui reprojettent et donc, bon... Non, voilà. je peux le comprendre qu'on est sceptique. Moi, quand j'ai commencé la biodynamie, j'étais sceptique. D'accord. Alors, pour
t'expliquer un petit peu. Moi, je suis venu dans le vin, donc au début, j'étais pas. Quand j'étais jeune, je voulais être footballeur, donc j'étais dans un truc assez particulier. Mais non, mais après, à 19 ans, j'ai pris la passion parce que mon père me l'a transmise. Quand on est un peu plus vieux, on est un peu moins bête. Ouais. Et du coup, je suis tombé. Donc, moi, je suis rentré au domaine Château Romanais. Donc, j'ai fait une formation, et puis je suis rentré en stage à Romanais, au Château Romanais à Cérémy-Provence, qui est un domaine en biodynamie depuis 30 ans. D'accord. Et le chef de culture, Eduardo Pinchera, l'ancien, il n'y est plus à l'heure actuelle, m'a appris, j'allais dire, m'a formé à la biodynamie. Et alors, quand je suis rentré, effectivement, j'étais très sceptique via les 500, les 501. Oui. Mais la biodynamie, pour moi, je la considère comme ça. C'est vraiment une réflexion autour de la plante, c'est-à-dire que on cherche, c'est beaucoup d'observation. La biodynamie, c'est déjà ça. C'est avant de parler des préparations, c'est l'observation qu'on y fait dans son vignoble pour comprendre quand les vignes ont besoin de quelque chose, quand elles sont pas bien. Voilà, c'est vraiment, d'abord, avant de parler de ces préparations, c'est de l'observation. Et pour moi, je le considère un peu comme ça, c'est un peu l'homéopathie du vin, voilà, en quelque sorte. Voilà. Mais quand je suis rentré, si vous voulez, donc il m'a dit, tu mets la 500, tu verras, tes sols seront plus vivants, les racines vont aller plus en profondeur. Donc moi, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là et pareil pour la 501, alors il y en a qui l'utilisent pour différentes façons, mais pour le feuillage sera beaucoup plus vert, avec une pousse plus droite. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit? Alors, la simple chose que j'ai fait, j'ai pris mes 3 hectares, une partie était en bio, la moitié, et la moitié en biodynamie. Et moi, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte, même 1 an, sur la partie en biodynamie, donc avec la 500, je devais travailler le sol beaucoup plus de fois. Je devais faire un passage, l'herbe poussait plus vite, donc il y avait vraiment beaucoup plus de vie. Parce qu'à l'époque, mon père, moi, était en conventionnel, donc déjà, voilà, le bio, c'est très bien. La biodynamie, c'est déjà un progrès, voilà, c'est un progrès parce qu'il n'y a pas de désherbage, mais la biodynamie, et je me suis rendu compte que je devais travailler plus de fois le sol. Et au niveau de la plante, de la pousse, je trouvais que sur la partie en biodynamie, il y avait une pousse beaucoup plus verte. Et moi, je suis parti de ces concepts, de ces observations, de ces constats, et puis j'en ai fait mon idée de ton travail de tous les jours. Voilà, mon travail de tous les jours. Et la deuxième chose, si on peut regarder la biodynamie, si on veut être pragmatique pour ceux qui sont assez pessimistes sur le sujet, moi j'ai une copine qui est infirmière et qui me disait qu'en nœud lunaire, les jours des pleines lunes, il y avait, ça déclenchait les accouchements, ils se préparaient au bloc. Donc de ces petits constats, et pareil, pendant les pleines lunes, on dort mal, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Donc de ce concept, à chaque fois. De ce constat, on peut croire à tout ce qui est aussi au niveau de la biodynamie. Il y a un réel impact sur l'humain et sur le vivant qui est la vigne, je pense. Alors moi, ce que je vais retenir, c'est que du coup, et ça me plaît, c'est que tu passes du travail, beaucoup plus de travail à la terre, beaucoup plus de temps, et que tu apprends à observer tes vignes. Parce qu'il y a bon nombre de vignerons, et on le voit, qui sont conventionnels et qui se posent pas de questions, même au niveau de l'usage des produits, ils pourraient en mettre vachement moins finalement, continuer en conventionnel, mais ils ont le grand-père qui mettait tant d'hectos à l'hectare et ils continuent de mettre la même quantité de produits sans se poser de questions, sans observer leur vigne, et ça fait des ravages. Déjà que tu me dises que tu passes beaucoup de temps à la vigne, à regarder tes plants, et déjà ça me fait plaisir. Après bon, on peut croire à la biodynamie, pas y croire, je laisse les auditeurs faire leur choix. Ce que je vois, moi, c'est que ça donne des vins intéressants et originaux. Et plutôt que de boire toujours les mêmes vins, au moins, ça apporte là aussi de la diversité. Au niveau de tes plantations, tu travailles en parcelle, tu as un cépage par parcelle? La question n'est pas anodine. Non. Alors, nous, sur les parcelles, par exemple, les blancs, ils sont plantés sur 3 hectares, 3 hectares et demi. Donc, c'est la parcelle, il y a différents terroirs sur 3 hectares, bien sûr. Oui. Mais sur la même parcelle, il va y avoir les 5 cépages de blanc. Et après, sur les rouges, par exemple, oui, pareil, on va avoir 1 hectare. Ils sont à côté, quoi. Après, on fait en fonction, on plante en fonction aussi du terroir. Par exemple, le Mourvèdre, je l'ai mis l'endroit le plus chaud, humide et le plus chaud, quoi. Donc, la tête au soleil et les pieds à l'eau. Voilà, c'est les anciens qui disent ça. Là, je les ai écoutés pour le coup. Et non, je te pose la question justement parce qu'à Beaurenard, donc chez Monsieur Coulon, il nous expliquait qu'il faisait de la coplantation et qu'il constatait lui que les plants s'entraidaient et que
même sur des plants qui avaient une date de vendange différente normalement sur le papier, les raisins arrivaient à maturité en même temps parce que les pieds s'entraidaient. Moi, mon renard, je suis allé visiter parce que je connais bien Antonin et Victor Coulon, les deux fils, qui sont passionnés. Et puis eux, ils ont beaucoup plus de recul que sur moi sur la Bujami. Et oui, ils ont fait des complantations, donc ils sont vraiment dans cet esprit-là. Ils font des vins qui sont remarquables aussi. Chouette, c'est vraiment chouette. Après, les complantations, ça leur amène de la diversité. Je crois qu'ils ont une parcelle qu'ils ont complantée. Ils ramassent tout en même temps, je crois. Et ils font une cuvée. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'ils font des choses comme ça. Mais non, il faut la diversité, ce qui est important, je pense. Oui, on est d'accord. Et donc, alors, tes blancs, ton chouchou, ton blanc, là, j'ai vu sur ton site que tu le vinifiais en barrique et que tu faisais... un peu à la méthode bourguignonne, en fait, on va dire, que tu faisais du bâtonnage, de l'élevage sur lit, tout ça. Ça donne toujours des vins intéressants, enfin, souvent, je ne veux pas dire toujours, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Mais tu peux nous expliquer un petit peu ta méthode de vinif alors moi, déjà sur les vinifs, je ramène des raisins, c'est à bonne maturité. Ferme du Bujami. Parce que tu vendanges tout à la main. Tout à la main, tout est fait à la main. Tu transportes en petite caisse gentille pour pas écraser. Caisse de 15 kilos. Non, et puis au moins j'ai peu de travail à faire à la cave en ramenant des raisins sains à la cave, c'est très bien. Après, moi, alors, ce que je vinifie, j'aime bien la méthode bourguignonne. Donc, moi, je vinifie mes blancs. Donc, ils rentrent en caisse de 15 kilos. On les met au pressoir, on presse en grappe entière. Et on les met en cuve inox pour déborder. Avec la rafle, tu rafles Oui, on presse avec la rafle. On presse très, très doucement avec un pressoir pneumatique. Donc vraiment, on n'extrait pas de verre. Pas de verre dans les vins. Mais après, on met en cuve de débourbage. On débourbe à froid pendant 24 heures juste pour déposer les impuretés, les grosses bourbes, on dit. Et ensuite, je mets tout en barrique sur la cuvée au pilot. C'est-à-dire que tout est vinifié et élevé en barrique. C'est-à-dire que ça rentre en barrique en août-septembre et ça sort un an plus tard. Voilà. D'accord. On fermente en barrique avec les lits. Voilà. D'accord. Alors pourquoi la fermentation en barrique des blancs parce que les élevages n'apportent. Si on fait que l'élevage en barrique, ça n'apporte rien. Ça n'apporte pas assez, moi, j'ai écouté ce qu'on me disait, j'ai fait les essais avec les deux et au niveau de la dégustation, c'est vrai que j'avais fait que sur une barrique parce que je voulais quand même essayer de faire que l'élevage et c'était moins bon. La barrique, quand même, ce qui est bien, c'est que c'est un contenant, au-delà du bois, c'est un contenant qui respire. Et du coup, et puis c'est un contenant rond, donc il y a cet échange de lits et ce côté microporosité qui va faire qu'on va amener du gras, de la matière et on va pouvoir justement bâtonner après pour ajuster ce que l'on veut. D'accord. Voilà, donc on rappelle, le bâtonnage, c'est le fait de remuer les lits, remettre les lits en suspension. Après, c'est le gros travail que je fais, moi, à la cave, le seul travail que je fais, c'est travailler sur les lits. Parce que dans les lits, il y a toute la matière, il y a du fruit, il y a le gras qu'on veut amener. Donc, c'est bête de pas s'en servir et de pas en profiter pour avoir des vins plus complexes et plus fins encore. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, donc ça, c'est pour les blancs, cette fameuse cuvée. Alors moi, du coup, je ne l'ai pas goûté puisque c'était l'épisode confinement. D'habitude, avec Julien, on s'échange les bouteilles, on se fait goûter des trucs. Et donc là, il me discutait via Skype, là. Il me disait, putain, ça, c'est beau. Hein. Et je voyais, il se régalait. Et moi, j'étais là, chez moi. Je disais, putain, j'aurais bien goûté. Tu vas le goûter. Ça va, je goûterai alors. Mais je vais croire Julien sur parole sur ce coup-là, hein, pour le fait que le vin soit intéressant. Donc tu fais un petit peu de rosé, un petit peu de rouge aussi. Oui, alors je fais un rosé. Non, je travaille comme mes blancs. Le rosé, je travaille comme un blanc parce que je fais pas des rosés. Moi, j'aime les rosés vineux, donc je le travaille sur lit, pareil. C'est-à-dire, c'est vinifié en cuve inox pour garder de la tension. Mais je bâtonne les lits. Voilà. Donc, je travaille vraiment. Je fais un gros travail sur les lits, comme si c'était des blancs. Et après, les rosés, pareil, c'est un élevage que de 6 mois. Et c'est un 100% grenache. D'accord. Voilà. Après, on verra comment il évolue avec sélection massale. Si je mets un peu de cabernet, un peu de syrah, un peu de mourvèdre, on verra. Certainement un peu de mourvèdre.
Voilà. Bien. Et J'aime ensuite, beaucoup le les rouges, j'ai hâte de. Alors là, j'ai un Merlot. Bon, j'ai fait une très petite cuvée, donc j'ai pas assez de vin, mais j'ai fait une cuvée de Merlot 2018. Alors moi, j'aime les rouges, par contre, tu vois, j'aime bien élever faire des élevages assez longs, parce que des fois, on te fait, je sais pas si tu as remarqué, on te fait goûter des vins et tu dis c'est pas bon, mais en fait, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas prêt à boire, quoi. Pas, si tu vois, et t'es déçu, donc. Tu préfères le garder chez toi? Alors moi je fais des élevages, alors si tu veux, sur les rouges, bon là sur ce que j'ai fait, mais je fais des élevages de 18 mois, j'aimerais faire des 18 mois en barrique, donc c'est vinifié en cuve inox, pas en grappe entière, alors ça on verra, je l'ajusterai, mais pas en grappe entière, je fous les girafles, je foule très peu. Je presse très peu les baies. Et ensuite, je fais comme une infusion. Voilà. Moi, l'idée, c'est de moins triturer la vendange. Donc, je fais juste un petit remontage journalier. Juste pour que ça infuse, comme une infusion. Et ensuite, je fais une cuvaison de 3 semaines. Ça va dépendre de la dégustation. Et après, je fais des élevages en barrique. Voilà. Donc, tu veux les garder en barrique un peu plus longtemps pour 18 mois, exactement. Pour pas les vendre trop jeunes. Alors déjà, je pense que l'élevage, après c'est pas le bois qu'on cherche, mais j'aimerais bien faire de la cuve béton, mais c'est vraiment. Tu reviens à la cuve béton toi aussi? Ah ben oui, moi j'aimerais bien, mais pour l'instant. Mais c'est un truc qu'on voit beaucoup, quoi. En fait, c'est les contenants qui respirent. respirent. Moi j'aime beaucoup les contenants qui respirent parce que je trouve que les vins, justement, ils s'harmonisent mieux. Avec le côté microporosité de l'air qui passe, enfin la microporosité, les vins respirent et du coup je trouve qu'ils sont plus fins. Voilà, ça donne de l'élégance et c'est pour ça que je pense les élevages. Voilà, moi je vais faire des élevages assez longs et après essayer de le garder si je peux. Tu fais comme à Vendôle, comme on avait vu à Château Prado, qui lui l'année dernière il vendait que le 2015, je crois, et il fait plusieurs années. Oui, mais au moins quand vous ouvrez la bouteille, vous faites. Hein? Quoi, 4 ans? Il garde 4 ans. Pardon, attends, je te donne le micro. Oui, c'est pour Château Prado, c'est 4 ans d'élevage sur sa cuvée principale. Et la deuxième cuvée, le lys, c'est 18 mois. D'accord. Mais voilà. Mais je te ferai goûter, je te ferai revenir pour goûter les sélections massales, ce que ça donne. Ouais. En plus, je te disais, j'aime bien le coin. J'y venais pas mal à une époque. Là, ça me rappelle des souvenirs. C'est sympa. Ok. Des projets d'avenir alors? Le toit terrasse en face, la cave, un projet d'agrandissement de la cave parce qu'on commence à être petit. On a fait, moi j'ai commencé, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait un vin de garage, comme ils disent. Ouais. Et puis on s'agrandit petit à petit, mais un projet d'agrandissement. Et après, surtout, de pouvoir ne pas avoir d'aléas climatiques cette année. On a eu le Covid, donc on va essayer d'éviter le reste. Et puis sinon aussi les projets de plantation. D'accord. Des nouveaux projets de plantation de sélection massale sur certains cépages et puis que tout roule. Donc le Covid, toi, ça t'a perturbé dans tes projets de construction, d'agrandissement de surface au sol, on va dire, de ta cave, mais après à la vigne, ça t'a perturbé ou tu travailles tout seul encore? Non, ou t'as du monde moi, ça a perturbé parce que économiquement, je pense que c'est compliqué pour tout le monde, surtout quand on est une structure qui. Moi, je suis content. Aujourd'hui, j'ai développé un bon réseau commercial. J'arrive à me faire un peu d'export maintenant. J'ai de la demande, donc c'est très bien, mais c'est quand même dur. Donc, on a arrêté les travaux et à la vigne, d'habitude, j'ai pendant 6 mois, j'ai 3 personnes. Aujourd'hui, il y en a un qui arrive lundi. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 sommeliers, si tu veux savoir. Donc, 2 sommeliers, le maître d'hôtel sommelier de Valrugue. Et l'hôtel de Tourelle, le gérant de l'hôtel, qui sont venus dans les vignes m'aider et qui ont passé du temps donc, avec leurs compagnes. Les restos ils sont fermés. Ils sont fermés, mais heureusement qu'ils étaient là parce que bon, après on doit serrer un peu de partout. Et du coup ils sont venus et on a fait le décavaillonnage à la main à l'ancienne. Des plantiers et là on est en train de bourgeonner. Donc c'est génial d'avoir des gens qui participent. Mais voilà comment je me suis organisé. D'accord. Tu as fait travailler les gens du village. Alexandre et Olivier pour les saluer. Merci à eux. Alors merci. Merci. On pourra les saluer sur la cuvée. Non mais j'avais mis, si tu veux, il y avait une petite sortie sur Facebook qui disait qu'il fallait aller aider les agriculteurs. J'avais posté ça. Et puis venez m'aider moi. Voilà, ils m'ont envoyé un message et du coup on boit des bonnes quilles parce que tous les jours on ouvre quelques bouteilles. Voilà. Je paye les grillades et puis voilà, c'est super. C'est le moment de passer un bon moment. Exactement. Donc où est-ce qu'on peut trouver tes vins? Où est-ce qu'on peut les acheter?
Alors, si on veut goûter cette fameuse cuvée en blanc. Ça dépend où on est, où on se situe. Alors, ici, dans les Alpes, chez les cavistes. C'est plus facile dans le sud, ouais. Chez les cavistes à Saint-Rémy, Château-Renard, Rognona, Mossane, toutes les Alpilles. Et sinon, après, il faut me contacter. Je vous donnerai des adresses. Après, dans les restaurants, aujourd'hui. Alors, toi, tu es à Montpellier? Ouais, je suis Montpellier Gare. Je suis en train de rentrer Gare, oui. Le Gare, ouais. J'ai quelques adresses, jolies adresses. D'accord. Mais voilà, après sur Marseille, un peu de partout. Partout. Faut me contacter. T'es plutôt implanté dans le sud. Donc, tu as un site internet qui est pas trop mal foutu. On mettra le lien, comme d'habitude, en dessous du lecteur, là, dans la description de l'épisode. Volontiers. Après, je reçois les gens qui veulent venir visiter le domaine. Ouais. Je les reçois. Il faut juste appeler un petit peu avant parce que j'aime bien prendre le temps de présenter les vins, d'expliquer le domaine. C'est toujours important. Je trouve que c'est mieux d'avoir le vigneron qu'une personne annexe. C'est tout à fait. C'est toujours sympa. Mais tu peux le faire parce que tu peux le faire aujourd'hui, mais quand tu auras 80 hectares, tu ne pourras plus le faire, ça. Profiter. Non, mais voilà. C'est vrai que j'aime bien les gens quand ils vont au restaurant, par exemple dans les Alpes, si tu veux, ils m'appellent. Ouais. On a goûté le vin, on aimerait venir en acheter. Du coup, c'est toujours un moment de partage qui est sympa. C'est quand j'ai le temps, bien sûr. D'accord. Ouais. Ça, c'est chouette, ça. Et on le rappellera jamais assez. Il faut aller voir les vignerons, ils aiment ça. Même si on n'a pas tout le langage vinicole et tout, on s'en fout. Tu t'en fous, tu me confirmes. M'en fous. Après, on explique les termes. Voilà. Et donc c'est là vraiment l'expérience la plus intéressante, quoi. Ok, très bien. J'ai la sempiternelle question que je pose toujours en fin d'interview, c'est le choix d'une bouteille plaisir. Si tu devais boire une bouteille, enfin, t'es pas obligé de te torcher la bouteille d'un coup, mais si tu devais boire un vin le dimanche tranquille à l'ombre du Grand Chêne, là, sans accompagnement, sans accord de mets et vins particuliers, un vin plaisir comme ça de partout dans le France, partout dans le monde. Pas un de tes vins, sinon ça serait trop facile. Non, mais sûr, un truc chouette qui te plaît, que t'aimes bien comme ça tout seul. Il y en a un paquet de vins. Mais c'est l'exercice, c'est de réduire la liste. L'exercice, qu'est-ce que j'ai goûté pendant un vin plaisir sans accompagnement, c'est compliqué. Là, j'en ai un paquet. Je te dirais les vins des Alpes. Est-ce que tu veux vins des Alpes? C'est assez méconnu les vins des Alpes. Donc après, c'est un grand vin, mais moi, ma cuvée qui m'a donné envie de planter du Cinsault, c'est Améthyste de chez Dominique Ovette. D'accord. Voilà, ça c'est la cuvée qui m'a. C'est une des vigneronnes qui m'a donné l'envie de faire des choses, de pousser. Après, je peux dire des vins. Il y a d'autres vins. Il y a plein de vins. Je veux dire, j'ai goûté le Clos Sibonne que j'aime beaucoup. Ouais. J'ai goûté. Il y a beaucoup de vins. D'accord. Non, mais on va retenir. Ta première pensée, c'est bien. Si c'est la bouteille qui t'a donné envie de planter du Cinsault, c'est cool. Ah oui. Ok. On va peut-être passer le micro à notre ami Thierry, 5 minutes. Avec grand plaisir. Bonjour, comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Ça se passe bien? Tout fonctionne bien? Oui, très bien. Franchement, la com, enfin mon agence de com qu'on a lancée il y a 18 mois, maintenant ça a pris son rythme de croisière. D'accord. 9 vignerons me font confiance. Ah. Dont René. D'accord. Voilà. Et puis, sur mes activités de club, le club de vin du club Vin et Partage, Frise et 15 800 personnes. C'est chouette. Ouais, ça marche bien, ça aussi. plus 6 000 personnes en un an, depuis qu'on s'est vu chez Étienne Portalis au Château Prado. Ah oui, c'était il y a un an. C'était il y a un an. D'ailleurs, un salut amical à Étienne. Salut Étienne. Qui va sûrement nous écouter. Et puis, en parallèle, on a créé avec des amis un club de vin plus physique, avec donc l'objectif, c'est de se retrouver entre nous. Et voilà, donc un club qui s'appelle Sud One Club, où l'idée, elle est triple. La première, c'est mettre en valeur le vin, l'associer avec la gastronomie, et puis on a un troisième objectif, c'est d'aider certaines associations caritatives. D'accord. Et là, on aide mon moral en couleur, qui est une association qui aide les personnes qui souffrent du cancer. Ok. Donc voilà, on a 4 mois de vie. Bon, le confinement nous a un peu bloqué dans notre développement. On se retrouve déjà avec 60 personnes qui viennent de tout milieu, du milieu du sport, du milieu d'entreprise, du milieu du vin. Voilà, donc tout va bien. Tout va bien. Les projets avancent.
Et comme je te disais il y a un an, l'idée de base, c'est de rencontrer des belles personnes. Et c'est vrai que dans le domaine viticole, on en rencontre de belles. C'est chouette. On rencontre de chouettes personnes. Dont René, qui est vraiment une belle rencontre. Quoi. Voilà. Très bien. Merci. Super. Ben, je vais vous dire au revoir. Et puis on se retrouve. Alors nous tout de suite en studio avec Julien, mais pour les interviews, nous on se retrouvera bientôt, j'espère, quand je viendrai goûter les prochains millésimes. Avec plaisir. Merci en tout cas pour tout. De rien. Au revoir. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some chicks, E-I-E-I-O. It was a chick, chick here, chick, chick there. Here's the chick, that's a chick everywhere, chick, chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some ducks, E-I-E-I-O. It was a quack, quack here, quack, quack there. Here's the quack, there's a quack everywhere, quack, quack, quack. Oh, MacDonald, yes, he had a farm. What? Oh, MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some pigs, E-I-E-I-O. It was a oink, oink here, oink, oink there. There's a oink, there's a oink everywhere, oink, oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Dabba dabba dee boo doo, dabba dabba hoo boo dee, dibba dibba doo boo dee, dabba dabba dee boo dee. Oh MacDonald had a, oh MacDonald had a. He had a pig, he had a duck. He had a chick, he had a horse, he had a cow, he had a farm, he had a plow. Now old MacDonald had a, old MacDonald had a, old MacDonald had a, old MacDonald had a. How do that, how do that, how do that, how do that, how do Le podcast qui parle d'épinards. Bon alors, t'en penses quoi de cette cuvée au Pio? C'est chouette, hein. C'est pas mal, hein. C'est chouette, hein. Il a ce côté sudiste qu'on aime bien, assez généreux, mais il a su garder un peu de fraîcheur. Il reste assez vif sur la longueur à la fin. La finale, il y a un petit peu d'acidité, c'est chouette. Ça égaye un peu la chose, tu vois, ça bouscule un petit peu plus. Alors, je pense qu'on l'aurait mis un petit peu plus au frais. Un petit peu plus tôt. Ça aurait été peut-être un poil mieux. Ouais. On sent bien légèrement le fût de chêne, mais alors très légèrement, ce qui amène vraiment un peu de rondeur. Voilà, tu as l'impression de te mettre dans un petit cocon, là, sous un édredon. Tu sais, tu bois ton petit truc sur ton édredon. Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, on le rappelle, c'est Marsanne, Roussanne, Chardonnay, Grenache Blanc. Grenache Blanc, exactement. Donc, super assemblage. Ça, voilà, bon, tu confirmes que j'ai eu bon goût sur ce coup de cœur? Tu as eu très bon goût. Et j'ai une très, très belle longueur. C'est très chouette. C'est très chouette. Tu voulais peut-être revenir sur certains points par rapport à cette interview, sur des sujets un peu techniques, parce qu'on a abordé quand même, enfin vous avez abordé des sujets qui étaient hyper intéressants, mais parfois un peu techniques. Il y a plein de choses à dire sur cette interview, c'est vachement chouette. Déjà, je voulais revenir rapidement sur la biodynamie. Alors, je fais un petit disclaimer au début de l'interview. J'en parle avec Monsieur René Milan en toute franchise. Il n'y a rien à se cacher, quoi, parce qu'on s'était fait tirer les oreilles quand on a parlé de la biodynamie la dernière fois. Du pape chez Boronard. Tout à fait. Bon. Voilà, tout a été dit dans l'interview. Non, mais juste dire qu'on ne prône pas la biodynamie comme la solution ultime, juste que ça existe. Bien sûr. Et qu'on s'y intéresse en tant que produit existant. Et le produit existant est bon, donc... Eh ben ouais, voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus, comme on le dit dans l'interview, c'est que le mec passe du temps dans sa vigne. Et ça, c'est la culture en biodynamie qui lui fait passer beaucoup de temps dans sa vigne. Et c'est toujours une démarche, moi, qui m'intéresse beaucoup.
Et souvent, les gens qui parlent de biodynamie, ils t'expliquent qu'ils sont à l'écoute de la plante, qui se font chier à marcher dans les rangs, à regarder, à passer du temps et du temps et du temps et du temps. Et ça, j'aime bien. Ouais. Alors après, les produits utilisés par la biodynamie, honnêtement, moi, j'y crois pas. La 500. Alors, tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est la fameuse bouse de corne, où on met de la bouse dans une corne de vache qu'on laisse enterrer. Normalement, si on veut faire les choses comme les vrais, il faut l'enterrer sur la parcelle que tu vas traiter. Et de solstice à solstice. Voilà. Il faut la laisser une demi-année. Et, tu la mets n'importe où dans la terre ou... Oui, il faut l'enterrer. N'importe où. Ouais, sur ta parcelle. Okay. Et donc, tu la laisses traîner comme ça de solstice à solstice. Et après, c'est justement là que moi, je suis moins client. C'est-à-dire que tu as une dilution du produit mais importante. Ce qui fait que... l'influence de la bouse de corne, on la cherche encore. Ouais. C'est comme le laboratoire Boiron qui vend du sucre. Qui vend du sucre, voilà. Parce que pareil, c'est dilué dans de l'eau qui est rediluée, de machin, tout ça. Et après, c'est pulvérisé. Bon. Voilà, j'y crois pas. Lui, il croit. Et ça semble avoir des résultats. Donc force est de constater que le résultat est bon quoi qu'il arrive. Je ne vais pas non plus jeter l'opprobre là-dessus, quoi. Mais bon, voilà. Ouais. Sachez-le que ça fonctionne comme ça. Alors, Par contre, après, les traitements de base, ça reste de la culture bio. La 500, la 501, c'est quelque chose qui est en plus. Voilà. Après, le traitement de base, c'est du cuivre, du soufre. Pour être Déméter, avoir les labels pour l'agriculture biodynamie, il faut être bio. C'est la base, quoi. Voilà. Ok. Et sa méthode particulière de vinification de blanc est plutôt intéressante. C'est pas très très particulier pour les vins blancs. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Bourgogne. Je reprends ma petite page, voilà. Parce que voilà, l'élevage sur lit. Alors il y a plusieurs méthodes. C'est vrai que quand on avait parlé de la vinification, on n'était pas allé jusque là. Et il y a plusieurs termes qui sont employés aujourd'hui. Sur lesquels j'aimerais revenir un petit peu pour expliciter de quoi ça s'agit. Nous t'en prions. Voilà, parce que l'élevage sur lit, c'est quoi ? Déjà, il faut savoir que pour un vin blanc, donc on va parler, c'est le cas général pour un vin blanc. Ouais. J'imagine qu'il y a des cas particuliers et qu'il y a des gens qui ne font pas comme on va le décrire. Je vous parle d'une généralité. Voilà. Quand tu presses ton raisin pour ton vin blanc, ce qui reste au fond de la cuve, c'est ce qu'on appelle les bourbes. Donc les bourbes, c'est les rafles, les morceaux de peau qui resteraient, des agrafes de palissage, des escargots, des sauterelles, des nids de guêpes, du végétal, des feuilles, voilà, tout ce genre de saloperies. Et ça, les bourbes, il faut faire très très attention. D'ailleurs, je poserai la question là, à un prochain vigneron qu'on ira voir. C'est comment ils gèrent leurs bourbes. Parce que tu ne peux pas les pendre au fond de ton jardin en disant ça fera du fumier pour mes patates. C'est toxique, c'est dégueulasse. D'accord. Vraiment. Okay. Donc la gestion des bourbes, c'est quelque chose de compliqué. J'imagine qu'il doit y avoir des entreprises spécialisées pour s'occuper de ça, mais je ne sais pas dans le détail, je poserai la question. Donc une fois que tu as pressé ton raisin, tu obtiens du mou. Du mou de raisin, c'est le mou, c'est du jus de raisin. Le premier jus. Voilà, c'est pas encore du vin, c'est pas juste du jus de raisin, ça s'appelle le mou. Du coup, quand tu commences ta vinification, tu fais ta vinification avec ta macération alcoolique, et en fait, à partir de la fin de la macération alcoolique, tu as des particules dans le vin qui se créent, qui sont typiquement des levures mortes. Peut-être un petit peu de végétal, normalement il n'y en a pas. Mais, des bactéries voilà. Non, les levures, une fois qu'elles ont fini de bosser, elles s'agrègent en fait, et elles sont un petit peu en suspension, et elles vont tomber au fond de la cuve. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les lis fines. Et en fait, on va garder ces lis. Normalement, tu fais des transvidages, c'est pas le mot. Je me rappelle plus du mot exact. Des sous-tirages. Tu fais des sous-tirages. Je vais te dire transfusion, non, des ça marche pas avec sanguines, ouais. Tu fais des sous-tirages pour garder ton vin, puisque maintenant tu as une macération alcoolique, donc c'est du vin, pour exclure en fait ton vin et garder tout au fond de la cuve ces lits que tu vas jeter. D'accord. Mais là, il les garde. Et même mieux que ça, c'est-à-dire qu'il va
il va les remuer. Il va les remuer de temps en temps, et cette action de remuer les lits qui sont au fond de la barrique, c'est le bâtonnage. Ouais. Sais-tu pourquoi ça s'appelle le bâtonnage? Peut-être on remuait ça avec un bâton. Exactement, t'es beaucoup trop fort. Écoute, j'ai quelques saisons de C'est pas sorcier derrière moi. Ah ouais, voilà. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus un bâton, on utilise un petit appareil, une baguette en inox, dont j'ai une photo ici, dont tout le monde pourra apprécier la pertinence. Voilà. C'est très radiophonique, bien entendu. C'était pour te montrer à toi. Tant pis Merci. pour les autres. Franchement. Mais bon, voilà. Et en fait, le fait de remettre en suspension ces lits, ça apporte, ça a une influence sur l'oxydation du vin, qui va beaucoup moins s'oxyder, et sur la réduction, qui va beaucoup... Sur l'oxydation, on le savait, c'était plus étonnant au niveau de la réduction, que ça a une influence positive sur la réduction. Et en fait, bon, ben voilà, ça marche très très bien, ça donne des nouveaux arômes assez intéressants. Et comme toute chose, le bâtonnage, il ne faut pas trop en abuser, puisque tu as un défaut du vin que tu sens qui peut être identifié comme du bâtonnage excessif. Ouais. C'est à ce moment-là, quand c'est resté trop longtemps sur les lits. Donc, excuse-moi, je te fais répéter, mais tu remues en fait les lits. Tu les soulèves en fait. Voilà, tu vas les soulever. Il faut s'imaginer que. Il faut les remettre en suspension et qu'elles redescendent. Tu refais un cycle, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu le fais plusieurs fois par semaine, 2 fois par semaine ou une fois. C'est à toi, en tant que vigneron qui connaît tes vins, de juger le nombre de fois. Et puis, pendant combien de temps tu vas le faire, puisque pendant ton 4 ans d'élevage de vin, si tu l'élèves 4 ans, tu vas pas faire du bâtonnage sur 4 ans, on parle de quelques mois pour le bâtonnage. Et après, tu fais ton sous-tirage et tu dégages les lits, quoi. Et donc ça, c'est une technique qui est essentiellement aujourd'hui utilisée pour les vins blancs. D'accord. C'est assez exceptionnellement utilisé pour les vins rouges. Ok. Alors, est-ce que tu me permets, vu que tu parles de vin rouge, de te proposer une autre bouteille? Ah, une seconde dégustation. Une seconde dégustation. Yes, je vais finir mon verre de blanc alors, et je te laisse la main. Alors, on va continuer les explications, mais pendant ce temps-là, vu que tu finis ton verre de vin, je prends la bouteille. C'est une bouteille qu'on m'a offerte, et c'est un vin italien. Ah, chouette. Alors, c'est un vin italien, Barbera d'Alba, donc de la région d'Alba, donc enfin... Denominazione di origine controllata. Donc on peut imaginer que c'est un IGP. Tu as un accent formidable. Ouais, il fait un peu presque espagnol. C'est ça. Ma famille italienne va me dire mais à che cazzo. Alors, j'ouvre ça. Parce que, ah oui, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas la Marianne au-dessus, les Italiens. Eh oui, du coup, on a l'impression que c'est une contrefaçon. Ouais. C'est comme les fausses clubs d'Espagne. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je sais que c'est un vin bio. Donc, écoute, on va le goûter. Donc, la région d'Alba, c'est une région d'Italie qui est hyper réputée pour sa gastronomie, notamment. D'accord. Et la fameuse truffe d'Alba. La fameuse, mais oui, bien sûr. Et donc, qui coûte 1,5 couille. Et sa fameuse Jessica aussi. Et oui, jolie. Et non pas ses sacs poubelles et ses gants en plastique de la marque éponyme. Alors, attends, mais hop. Alors vas-y, je te laisse continuer pendant que c'était juste, je me bats avec le bouchon. Donc pour revenir sur cette technique, c'est très très peu utilisé. C'était utilisé pour les vins rouges, mais ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus depuis les années 60, depuis qu'on pratique la macération malolactique, dont on avait parlé. Alors rappelle-moi, c'est loin un petit peu. Ah oui, mais je suis mauvais élève. Parce que pour les vins rouges, donc tu as ta macération alcoolique qui transforme ton mou en vin, et après, hop là. Excuse-moi. Et après, donc tu laisses juste pendant ton élevage en barrique, tu as une deuxième macération qui démarre, qui s'appelle la macération malolactique, que tu peux provoquer aussi, et qui transforme la fameuse malo, qui transforme les acides maliques en acides lactiques. Donc qui va avoir une bonne influence sur les vins, qui va les rendre moins acides, plus ronds, plus charnus, plus... l'aérateur, le calice ne passe pas. Ne passe pas dans ce goulot italien. Ne passe pas sur les bouteilles italiennes. Donc, tant pis, tu auras la tache sur... Oui, sur la table. J'allais te dire sur la nappe, il n'y en a pas, donc sur la table. Direct sur le bois. Et donc voilà, donc au profit de la malo, parce que la malo c'est plus rapide, c'est plus safe, donc on a abandonné cette technique d'élevage sur lit. Par contre, c'est quand même réutilisé. Il y a quand même des gens dans le Bordelais qui se reposent la question et qui recommencent à faire de l'élevage sur lit pour les rouges, parce que justement, ça amène des arômes intéressants, des nouvelles saveurs. Ça complexifie le bouquet d'arômes, en fait. Et certains te disent que ça amène un peu de gras au vin.
peu de gras, voilà, en texture en bouche, quoi. Et c'est souvent intéressant. Il y a des sommeliers très très réputés, des œnologues très très réputés qui disent que le coup du gras c'est de la connerie. Donc je sais pas, j'ai pas pu juger, mais tu entendras. C'est comme la minéralité dans le blanc, on n'a jamais eu de vraie réponse à ça. Tu entendras très régulièrement que ça amène du gras, et tu as des gens, des techniciens du vin qui te disent que non. D'accord. Il y a la vérité où elle se trouve. Ça se discute. Ça, voilà, je n'ai pas les compétences pour juger de qui a raison, donc nous verrons bien. Mais c'est un type d'élevage qui semble assurer des très très bonnes conditions de vieillissement au vin, en fait, qui permettraient de laisser vieillir les vins plus longtemps pour les rouges. Donc, sache que dans le Bordelais, ça retravaille sur cette technique. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, donc on a vu un petit peu tout ce que c'était que le texte employé pendant cette interview. Mais c'était une superbe interview parce que c'était hyper technique. Enfin non, c'est pas hyper technique. C'était technique, mais hyper ludique. C'est-à-dire que très sympa. Ouais, je trouve que tu te bonifies vraiment sur les interviews. Ça, c'est depuis notre article sur CNews. D'accord. Où il a dit que je faisais des interviews trop longues. Et moi, des blagues pourries, t'as vu, j'en ai fait aucune. Vraiment, on a pris. J'ai essayé d'un petit peu rythmer mes interviews. Non, c'était hyper intéressant. Et puis ça fait du bien d'entendre un peu l'accent des Bouches du Rhône. Ça fait plaisir, l'accent des Alpilles. Saint-Rémy, mais oui, c'est le 13, Saint-Rémy. Mais je te propose de déguster. Moi, j'ai trempé les lèvres. Alors, je te dirai ce que j'en ai pensé après. Donc, je vous rappelle, donc c'est la Ceretto. Donc, c'est du Barbera d'Alba. C'est un cépage italien que l'on retrouve notamment dans le Piémont. Ok. Alors, la grappe, tu la reconnais, la peau est hyper violacée. D'accord. Et ce qui fait que ça t'amène un vin qui est assez acide. Mais bon, je te laisse découvrir, vas-y. D'accord. Donc, je pense qu'il faut bien l'aérer quand même, parce que là, on n'a pas mis d'aérateur, on l'a pas carafé. Là, il est dans un verre brut de décoffrage comme ça. Donc, je vous rappelle, voilà, c'est un vin italien, du nord de l'Italie. C'est produit bio. Ouais, c'est charnu. Ouais. C'est. Bon, on aurait dû le carafer. Clairement, ouais. On aurait dû le carafer, c'est dommage. Ça mériterait d'être carafé, c'est clair. On va le laisser s'aérer un peu et on le finira un peu plus tard. Ça marche. Mais ouais, c'est très très chouette. Ouais, comme d'hab, on vous mettra la photo et vous pourrez retrouver ceci sur la page Facebook. Bien sûr, sur Twitter aussi. Hein. Alors, j'en profite que l'on parle de Facebook, puisqu'on a reçu un message très sympa d'une personne qui nous écoute, donc d'un auditeur. Alors, je ne vais pas me risquer à prononcer son nom, puisque son pseudo est en alphabet cyrillique. D'accord. Ah oui, non, mais tu parles cyrillique pas ou grec, je ne sais pas. Enfin, c'est pas l'alphabet notre alphabet. Donc c'est pas l'alphabet. Je vais tout simplement te lire donc le message de cette personne. D'accord. Alors, bonjour. Oula, c'est long. Félicitations à vous pour votre émission super instructive et vraiment plaisante. Je vous ai découvert pendant cette période de confinement et j'ai démarré avec le premier épisode. Dire, hein. D'accord, ouais. J'ai tout écouté intégralement et me voilà arrivé à l'épisode 21. From scratch, putain, il a binge-listenné le podcast. Quoi. Je dis d'abord bravo parce qu'il faut réussir à nous supporter 21 épisodes de suite. Moi, j'aurais pas fait. Hein. J'ai appris de nombreuses choses, surtout pour moi, jeune amateur de vin depuis seulement une petite dizaine d'années. La vulgarisation est parfaite et les calembours, voire digressions, me font bien marrer. Ah, tu vois, mine de rien, là... T'as des fans. Merci beaucoup. Votre podcast pousse néanmoins à la consommation, car généralement, je vous écoute dans ma cuisine, en préparant un bon petit plat, et bien entendu, j'accompagne mon écoute d'une petite quille. C'est et parfait. Là, on te comprend vraiment. Carrément. En tout cas, c'est du beau boulot, ne changez rien, bonne continuation, et c'est signé Pagavino. Écoute, je ne sais pas si ton pseudo, ton nom, ton prénom, Pagavino, merci beaucoup, ça fait super plaisir d'avoir un message tel que celui-ci. C'est chouette, ouais, on en reçoit quelques-uns, des messages comme ça, c'est toujours très très agréable pour nous. Si l'envie vous en prend, faites-le. Envoyez-nous un petit message, peu importe Facebook, Twitter. Peu importe. Ouais. Pigeon voyageur, mail. Ou avion sur la plage. Donc voilà, vous nous envoyez un petit message, ça nous fait plaisir. Message de fumée dans le ciel avec des avions, ça serait classe. Le plus dur, c'est le point d'interrogation. Mais voilà, envoyez-nous un petit message, et puis voilà, on fait un petit commentaire, et ça nous fera plaisir de le lire à l'antenne. C'est chouette. C'est chouette. D'ailleurs, Max, on peut nous trouver où sur les internets ?
Comment ça? Je comprends. Où est-ce qu'on peut trouver cette question? Où est-ce qu'on peut trouver Tire-Bouchon, tout simplement? Alors, déjà, sur notre site, tirebouchonpodcast.fr. Ok, là, il y a toutes les infos. Où est-ce qu'on peut nous écouter? Et tout est indiqué. Tous les liens pour nous écouter, en effet. Ouais. Tous les liens, tout y est. Sinon, on est à peu près sur tous les réseaux sociaux, enfin les 3 réseaux sociaux principaux. On y est. Donc Facebook, Twitter et Instagram, et Insta, sur lequel on peut voir tes formidables photos. Oui, parce que c'était un Instagram perso au départ, mais on l'a un peu détourné. Non, mais quand je dis de formidables photos, c'est au premier degré, c'est vraiment de belles photos. Ah c'est bah merci. C'est pas des photos de toi où tu es en maillot de bain. Ah non, ou très peu. Non, j'aime bien faire des photos de vignes. En tout cas, je te félicite pour les photos que tu fais. Autant au début, je te disais qu'elles étaient belles par politesse, autant maintenant, elles sont vraiment très jolies, quoi. Ouais. Donc, tu excelles. En plus, tu fais de la randonnée. On voit que maintenant, tu es. Je suis affûté. Ah ouais, tu es affûté. T'as les chaussures qui vont bien. Et pourtant, c'est chiant. C'est nul de prendre une terre de vigne en photo. Je trouve ça chiant, donc je fais des détails sur des trucs, sur les pieds, sur les... Un scarabée, machin, parce que je trouve ça, c'est le truc le plus chiant du monde de prendre un champ en photo, qu'il soit de vigne, de blé ou de ce que tu veux, ou quoi, ou casse, c'est super chiant. Enfin, j'aime pas du tout. Il y aura sûrement des gens qui seront très bons dans l'exercice, mais bref. Toi, c'est pas ta cam. Non, moi, j'aime pas du tout. Ok. Si on veut voir tes photos, tu as un petit compte à toi ou pas ou... Non, pas encore. Pas encore? Non, on y travaille. Faudrait t'y mettre quand même, hein? Oui, bah écoute... Je sais, genre, tu m'as confessé une petite chose, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis quand même, au pire tu le couperas au montage. Quand on va peut-être voir un vernissage de Maxime. Ah, ouais, non, c'est pas signé. Ah, c'est pas signé. Tant que c'est pas signé, ça n'existe pas. C'est ce qu'on dit, à Hollywood, c'est comme ça, donc ouais, je te comprends. Tant que c'est pas signé, ça n'existe pas. Mais bien sûr, on en parlera. Si j'expose, on en parlera, ouais. Ça marche. Ben écoute, mon cher Maxime, nous sommes arrivés en bout de course de cet épisode. Ah oui. Et puis, en bout de course tout court. On est au bout du rouleau. On n'aurait pas dû faire l'apéro avant. C'est vrai, pour une fois, on vous le disait, mais c'était pas des blagues. On a pris l'apéro. Ouais, on était content, on a pris l'apéro. On n'a pas bu de vin. Non. On s'est fait une petite suce tonique. Une suce tonique. Et c'est vachement bon, ça. C'est vachement bon. Tu me fais découvrir ça aussi, c'est chouette. Donc buvez de la suce, c'est super bon. Vous pouvez trouver ça dans le bahut de votre grand-père ou de votre grand-mère. C'est ça. Mais avec un petit, chez mamie, il doit rester de la suce. Ouais. Ça, elle a dû en boire ou acheter ça à la Libération. Donc voilà, allez-y. Et franchement, avec un petit Schweppes, vous faites une suce tonique. Là, c'est un bijou. Ça passe crème, ouais. Ça passe impeccable. C'est clair. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. On repart sur des épisodes normaux. Donc ce qu'on a prévu, c'est quand même de faire des épisodes cet été, hein, quand on avait réfléchi. Parce que le mois prochain, c'est juillet. Hein. Et ouais. Le mois prochain, c'est juillet. Et le mois d'après, c'est août. Et puis après, c'est les vendanges. Et on fera peut-être une petite pause à Noël. Mais on fera pas de pause cet été, mais on verra à la rentrée pendant les vendanges, suivant comment on est occupé. Mais donc, il y aura des épisodes cet été. Voilà. Absolument. Très bien. Mais écoute, Max, je te dis au revoir. Je te dis au revoir aussi et je te dis au mois prochain. Absolument. Au revoir à tous. Ciao et au mois prochain. Bisous. Au revoir. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.